organisation qui militons pour une Guadeloupe libre et indépendante. Et en ce sens, notre combat passe par la vérité sur la colonisation, la vérité sur la traite négrière, la vérité sur l'esclavage, la vérité sur les lois soi-disant d'abolition et d'indemnisation. Mais c'est surtout 35% de la population active qui est au chômage. Je dis bien 35% de la population active qui est au chômage. La Guadeloupe, c'est 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. C'est 25% de la population qui est illettrée et c'est un très gros taux d'échec scolaire au bac ou en première année à l'université. Et c'est aussi à peine 2 enfants sur 10 d'une même classe d'âge qui, rentrés en maternelle ensemble, arrivent au bac. Voilà la situation. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix sociale dans un pays gangréné par la pauvreté, la misère et le chômage des jeunes? Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et bien évidemment, au lieu de s'attarder sur ces problèmes-là, eh bien, on nous bassine. Par exemple, l'autre jour, ils ont fait Coupe Davis en Guadeloupe. Donc, ils ont fait venir de la terre battue et pendant 3 jours, il y a eu Coupe Davis en Guadeloupe. Et pendant qu'il y a Coupe Davis en Guadeloupe, les Guadeloupéens sont au chômage, les jeunes gens au chômage et les Guadeloupéens n'ont pas d'eau chez eux. Dans beaucoup de points de l'île, il n'y a pas d'eau dans les robinets parce que de l'argent a disparu. Voilà la réalité. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, pendant que nos jeunes sont au chômage, mais le service militaire adapté, le SMA, eh bien, il est devenu, qui dépend du ministère de la Défense, est devenu le premier formateur de l'île. Donc tous les matins, les jeunes qui rentrent au SMA, c'était est-ce que la plainte nomme les familles? Et deuxièmement, est-ce que la plainte a pour objet d'attaquer la France sur tous les schémas, le schéma culturel, le schéma militaire, économique, etc. Alors, l'idée qui sous-tend derrière la requête et les questions préalables de constitutionnalité, c'est d'aller au fondement même de ce qu'on appelle les valeurs de la République. Et nous nous sommes posé la question, aujourd'hui, confrontés à une question réelle de terrain. Dans une commune de Guadeloupe, dans le nord de l'île, à Saint-Paul, la commune la plus grande en superficie de la Guadeloupe, il y a un dénommé de Jaram, descendant de propriétaires d'esclaves, originaire de la Martinique, et qui prétend être propriétaire de 4000 hectares de terre sur les 11 000 hectares que compte la commune de Saint-Paul. Ce qui est extraordinaire, il est propriétaire de plus d'un tiers de la commune. Et ce n'est pas seulement à Saint-Paul que c'est comme ça. Donc, il est confronté à lui, face à lui, un certain nombre d'agriculteurs qui étaient en colonna et qui disent aujourd'hui non, on ne peut plus donner une partie de notre production à quelqu'un qui ne prouve pas qu'il est propriétaire de ces terrains-là. Et c'est comme ça qu'ils sont partis en rébellion depuis 2009 contre cette famille. Et nous nous sommes penchés sur la question et en analysant et en examinant les documents soi-disant qui établissent la propriété, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de faux documents, mais également, beaucoup plus loin dans l'histoire, nous nous sommes posé la question, mais comment des personnes qui sont arrivées en Guadeloupe en 1635 peuvent-elles devenir propriétaires de terre? Or, qu'en dit le Code civil, qu'en dit le droit international, que vous ne pouvez pas devenir propriétaire du bien d'autrui par le meurtre? Vous ne pouvez pas débarquer chez quelqu'un, le tuer et vous déclarer propriétaire. Vous ne pouvez pas rentrer chez quelqu'un, tuer père, mère et garder la fille, la violer, et après dire qu'elle est dorénavant citoyenne française, donc les choses sont réglées. Voilà ce qui s'est passé en 1635. De l'Olive et du Plessis, envoyés par Richelieu, nous étions sous Louis XIII. Louis XIII, envoyé par Richelieu, ont débarqué en Guadeloupe, ont massacré ceux qui étaient là, en l'occurrence les Indiens Kalina, ont repoussé un certain nombre d'entre eux vers l'île de la Dominique, ont repoussé un certain nombre d'entre eux vers l'île de Paris-Galante et vers le nord de ont signé soi-disant un traité de paix avec eux. Mais depuis quoi? Depuis quand des personnes privées peuvent signer un traité de paix? Et qui plus est, celui qui a signé le traité de paix, c'était des jésuites.
Et c'était des Jésuites qui étaient là soi-disant pour représenter les Kalina. Donc en fait, nous sommes devant un acte de guerre, de dépossession de terre à un propriétaire. Donc aujourd'hui, la France se réclame propriétaire de la Guadeloupe, mais au regard du droit international, la France ne peut pas dire qu'elle est propriétaire de la Guadeloupe, car cette terre a été volée, a été spoliée aux Indiens Kalina. Donc, première chose que nous mettons dans la requête, préjudice subi par les premiers habitants de l'île, les Kalina. Et du coup, sans couper, la question de la souveraineté sur le plan du droit international nous autorise maintenant à poser le problème dans le sens de la souveraineté en métropole. Et que nous faisons partie des organisations qui militons pour une Guadeloupe libre et indépendante. Et en ce sens, notre combat passe par la vérité sur la colonisation, la vérité sur la traite négrière, la vérité sur l'esclavage, la vérité sur les lois soi-disant d'abolition et d'indemnisation des colons. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir écoutés et à une prochaine fois. Et qui vise à broyer les identités de manière directe ou indirecte. Et la France culturelle, et donc ce que nous on a appelé la colonisation culturelle, c'est une manière indirecte, invisible, insipide, inodore de broyer les identités de l'intérieur. Donc c'est une nouvelle forme de colonisation qu'on pourrait appeler la colonisation 2.0. C'est une colonisation qui vise à déstructurer l'identité. Alors, par exemple, l'esclavage de manière très physique, très basée sur la force, a arraché les identités à leur réalité, c'est-à-dire en leur arrachant leur nom, leur religion, leur langue, etc. Et la colonisation culturelle, elle, vient, comment dire, rendre, justement programmer l'individu colonisé pour qu'il devienne complice de cette colonisation. Donc il devient acteur et non plus une victime passive de la colonisation, il devient un acteur de cette colonisation. Va utiliser la culture que l'on perçoit comme quelque chose de positif comme une arme qu'elle utilise contre nous pour nous empoisonner et pour nous rendre complices du crime colonial qu'elle est en train de perpétuer, et on va devenir en fait des collaborateurs de ce crime. Donc je vais citer la phrase d'un individu, que la phrase je la connais peut-être pas, en tout cas c'est un adage que je connais peut-être pas de manière précise, mais c'est cette phrase qui dit me semble-t-il, la culture est hellène ou quelque chose comme ça, tandis que l'émotion nègre. Donc là on entre bien dans ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire qu'à travers cette phrase, à mon sens, ça résume parfaitement l'idée. C'est-à-dire, voilà comment on vous a arraché par la force à votre identité, de manière violente, par le viol, par la spoliation, par l'humiliation, par le meurtre, par la terreur, etc. Et voilà comment, à force de terreur, de peur, etc., vous finissez par épouser la culture du bourreau et à en dire la culture est hellène, donc la culture est blanche, tandis que l'émotion nègre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous devenez le relais. La colonisation n'a plus besoin d'opérer par la force contre vous, vous devenez vous-même le relais, le complice d'une mécanique qui vient broyer votre identité de l'intérieur. C'est en cela qu'il faut comprendre que nos états physiques et géographiques, parce que à l'intérieur de nos cerveaux, nous avons le mauvais programme. Et c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants, à nous-mêmes, à tous ceux qui nous entourent, parce qu'il y a un ordre des choses. Tant que la télécommande, le donneur d'ordre, qui est le cerveau, n'est pas bien paramétré, il ne pourra pas agir pour préserver ses intérêts. Et la colonisation nous programme pour agir contre nos intérêts. Et Elido Mota l'a dit, pour pérenniser le système colonial qui nous domine et nous piétine. Donc là, c'est résumé ici. L'arme la plus puissante dans les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé. Donc on ne va pas revenir dessus. Et voilà, on va finir par ça. Caché derrière le voile blanc de la culture, on a mis culture entre guillemets, parce que c'est comme ça. Nous, vous avez bien vu, quand vous allez à la FNAC pour la musique, on va dire world music dès qu'il s'agit de trucs de nègres, hein, disons-le entre guillemets. Et eux, c'est toujours bien musique classique. Bon, voilà. Donc, caché derrière le voile, rappelons que l'humanité est quand même née en Afrique. Hein.
C'est bien ça qu'il faut comprendre. Hein. Et on ne va pas rentrer après dans les détails civilisationnels, etc. Donc, caché derrière le voile blanc de la culture, la propagande d'État diffuse son imagerie coloniale. Donc, subliminalement, donc l'air de rien, donc, le racisme d'État assassine chaque jour nos identités. C'est comme ça qu'il peut nous dominer. Donc, les exemples, ou en tout cas les moyens pour diffuser ces imageries coloniales, c'est, par exemple, et peut-être en premier chef en France, la francophonie, parce que beaucoup, minimisent la capacité qu'une langue a à coloniser un esprit. Dans la continuité de ce qui vient d'être dit, moi j'irais un peu plus loin. Senghor était un homme de culture, mais Senghor était aussi un assassin. Senghor a fait emprisonner et assassiner beaucoup de personnes. Et on a trop tendance à se réfugier derrière cette citation et derrière le Senghor homme de culture pour oublier qu'il a été l'un des piliers justement de ce système france-africain qui a fait assassiner de nombreux étudiants et qui a fait emprisonner des personnes comme Cheikh Anta Diop. Ça, je pense que c'est très important à souligner dès le départ. Alors moi, on m'avait demandé donc de parler de la France politique. Donc je vais un peu revenir sur les différents systèmes qui ont été mis en place au moment des indépendances, à la fois sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire et également sur le plan culturel. Alors ici déjà on a une première présentation qui est très intéressante. On a deux portraits. Donc la première c'est la photographie du général de Gaulle avec les chefs d'État africains de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina, enfin à l'époque la Haute-Volta et du Niger. Il faut bien savoir que ces quatre pays qui forment ce qu'on va appeler très rapidement le Conseil de l'Entente sont réellement les piliers du système qui va devenir la France-Afrique. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, auquel on va joindre le Togo très rapidement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où les indépendances sont données aux États africains, ce sont des indépendances qui sont remises à des présidents, ce qu'on appelle des présidents en tout cas, qui ne voulaient absolument pas de l'indépendance. Ni Houphouët-Boigny ne voulait de l'indépendance, ni le président gabonais de l'époque ne voulait de cette indépendance. Par conséquent, tous ceux qui avaient un projet pour une Afrique indépendante, qui avaient une vision pour l'avenir des Africains, ont été mis de côté par la France ou par d'autres intérêts plus puissants. Et dans cette mise de côté, je crois que c'est aussi toute l'histoire d'un mouvement politique très intéressant, le Rassemblement démocratique africain, qui avait été créé en 1946 et qui avait pour objectif d'unir les différents ensembles de la colonie, des colonies françaises dans un même parti politique et d'aller à l'indépendance ensemble. Sauf que ce parti a été constamment travaillé par les services français et la tête de ce parti, qui était Félix Houphouët-Boigny, a été complètement retournée au point de devenir ministre d'État de la Ve République et d'être donc le fameux inventeur de ce fameux concept de France-Afrique et de le promouvoir dans l'ensemble du continent africain par la suite. Il faut également citer le démantèlement de la FIANF, donc le réseau des étudiants, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui avait été créée également en 1950 et qui sera au moment des indépendances confrontée à l'hostilité à la fois des services français mais également des États africains qui travaillaient en réalité pour les services français. Et la plupart de ces étudiants ou jeunes travailleurs africains seront persécutés, traqués, réduits à la mendicité, et quelques-uns des plus brillants africains de cette époque ont fini, pour certains, sous les rails du métro ou assassinés de manière très obscure à Paris même. Un autre élément également qui est très intéressant, c'est que c'est dès cette époque-là que se mettent en place les fameux réseaux France-africains, qui sont en réalité des réseaux mafieux, des réseaux d'affaires, gérés par Focard, qui était spécialisé dans la banane par rapport justement aux Antilles. Donc là, on a une connexion avec tout ce qu'évoquait donc Elie Domota sur le fait que la Caraïbe a toujours été le laboratoire racial, politique et culturel de ce qu'on a ensuite fait sur le continent africain. En 1946, lorsque Césaire choisit la départementalisation, il le choisit parce que les Békés voulaient l'indépendance et que la France ne voulait pas céder à cette époque l'indépendance aux Antilles, parce qu'ils avaient peur que les Antilles deviennent américaines. Et c'est dès cette époque-là que se met en place la troisième stratégie, qui n'est pas le colonialisme, qui n'est pas le néocolonialisme, mais qui est le paracolonialisme. C'est-à-dire brandir la menace d'une autre colonisation pour masquer sa propre colonisation. On ne va pas décoloniser les Antilles, sinon elles vont devenir des colonies américaines.
Et ce sera le même discours qui sera constamment appliqué à l'Afrique et qui est encore aujourd'hui appliqué à l'Afrique. La France dit on ne quittera pas l'Afrique, sinon ça va devenir une colonie chinoise. Donc on vous protège de la colonisation des Chinois et on reste là. Ça a toujours été ce discours-là qui s'est construit depuis le cas très particulier de la Caraïbe et depuis le cas essentiel d'Haïti. Puisque c'était la question de Haïti, il fallait que Haïti redevienne une colonie, que ce soit française, britannique, espagnole ou autre. Et Toussaint Louverture a su manœuvrer entre les différents intérêts autour de cette île. Alors, dès cette époque-là aussi, il y avait une Afrique qui disait non au néocolonialisme, qui disait non à l'impérialisme, qui est ici représentée. Donc, à gauche, ce sont des militants sénégalais qui, à l'époque, demandaient donc l'indépendance immédiate. Bien évidemment, ils n'ont pas été écoutés. Et puis, à droite, c'est le congrès panafricain d'Accra, le congrès des peuples. Congrès où il y avait déjà des jeunes, hommes et femmes, des syndicats, des travailleurs, des paysans, des ouvriers, toutes les classes sociales, toutes les catégories sociales africaines qui étaient représentées et qui avaient mis en place un certain nombre de structures pour faire front face justement déjà à cette menace de recolonisation dans l'indépendance qui se mettait en place à cette époque-là. On continue. Alors, la domination culturelle et géopolitique, bon, ça a été un peu évoqué auparavant, donc elle s'exprime notamment donc, par le cas de la francophonie. Donc on a évoqué donc, la question des médias. Je crois que c'est aussi très important de ne pas en rester à l'aspect culturel. Il est important de savoir que lorsque nos États s'engagent dans ce type de mesures, francophonie, programme d'ajustement structurel, etc., ils signent également des clauses qui disent quels sont les livres qui sont autorisés dans les écoles africaines et quels sont les livres qui sont interdits dans ces écoles-là. Lorsqu'on signe également ce type de partenariat, il y a également des accords économiques qui sont inclus, des clauses qui sont incluses. Par exemple, le cas de la Cour pénale internationale, à chaque fois que l'on signe un accord type APE, il y a des clauses qui donnent la légitimité à la Cour pénale internationale. Par conséquent, dans le débat actuel pour sortir de tout cela, c'est un débat global. Il ne faut pas juste sortir de la CPI, juste sortir du CFA, juste sortir de la francophonie, il faut sortir de tout. Parce que dans chacun des accords, il y a des clauses qui nous lient à l'ensemble. C'est pour cela que c'est une bataille globale et qu'il faut être présent sur tous les terrains parce que la domination, elle est globale. A été encore donné une fois, c'était d'être devant vous et de vous parler de la France militaire. Cet aspect qui pour nous constitue même, si j'ose dire, les terreaux de tous ces problèmes, mais aussi le nœud de cette lutte que nous menons pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique, et la libération de notre peuple. C'est sur cet aspect-là qu'on va essayer de vous entretenir. Je pense qu'en partant déjà du camarade des frères Elie Domota, venant par Franco, mais aussi par Hamza, on a pu comprendre exactement comment est-ce qu'ils se sont installés et comment est-ce qu'ils ont progressé jusque-là. Et la culture, s'il faut le résumer, la culture qu'ils ont l'habitude de porter en eux, de développer, c'est une culture militaire. Et cette culture militaire aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation. Je pense que dans sa dernière phase d'intervention, si vous avez bien suivi, Elie Domota avait déjà donné le temps de ce que doit être l'homme et la femme africaine, c'est-à-dire des guerriers, caractéristiques d'un guerrier, parce que c'est le premier métier et le seul qui doit fonder notre existence maintenant. Parce que sinon, sans ça, on continue à pleurer sur tout ce qui se passe. On continuera à démontrer, mais on n'aura pas la solution. Pire encore, on ne va pas stopper celui qui est en face. Parlons de l'armée, une définition simple, parce que c'est dans les choses simples qu'il y a des choses les plus compliquées. C'est une organisation structurée d'hommes et de femmes visant à conquérir et à défendre un territoire. Le mot-clé ici, d'abord, c'est organisation. Je reviendrai dessus, parce que c'est l'organisation qui sera le mot-clé de toute cette intervention. Et mes pensées vont en ce moment, au moment où je suis en train de prononcer le mot organisation à Marcus Garvey. Mes pensées vont en lui, et si j'ai en moi quelques talents pour être ici devant vous, je sens combien cela est petit devant la grandeur de cet homme, ô combien admirable. De là où il est, je l'invite à me rejoindre pour m'aider dans cet exercice, pour essayer de vous expliciter, de vous expliquer cette armée. Je disais que c'est une organisation structurée d'hommes et de femmes, visant à conquérir et à défendre un territoire. Mais lorsque l'armée devient une institution, c'est parce qu'une armée est organisée par l'État. Et cette armée devient une institution organisée, subordonnée à la politique d'un État. Et c'est ça
qui nous interpelle maintenant. Parce qu'on parlera de cette armée organisée par des États, qui aujourd'hui est une institution. Et notre vocation, lorsque nous nous sommes alignés le 8 mai 2015 avec nos camarades qui sont ici, et la vision qu'on a de répartir dans les rues de Paris pour le 8 mai 2016, c'est justement pour fragiliser le pouvoir institutionnel des États dits occidentaux. Fragiliser le pouvoir institutionnel de cette institution qu'on appelle l'institution militaire, l'armée. Parce que c'est elle avec sa culture, avec ses décisions politiques, mais aussi avec cette dimension qu'on parlait de l'économie, qui continue à paupériser nos populations et à soumettre l'homme et la femme africaine dans une situation ô combien indestructible. J'ai dit indescriptible, je disais. Donc je disais que, en parlant de cette armée, je vais vous faire une illustration en 4. Le premier point, c'est que je parle de la force terrestre. Parce que lorsqu'on parle d'une armée, on voit d'abord la force terrestre. La force terrestre, aujourd'hui, il y a une armée mondiale. Il y a une armée qui ne dit pas son nom. Il y a une armée qui est mise en place, une armée qui continue aujourd'hui à pouvoir conquérir nos terres. Parce que ce qui nous pose problème aujourd'hui, lorsque tous ces camarades et ces frères ont parlé, il y a un problème. Il y a un problème où aujourd'hui, on commence à nous exproprier de notre terre. Parce que c'est ça le socle de tout. Nous sommes expropriés de notre terre. Et pour nous exproprier de ces terres-là, c'est la force terrestre qui rentre en action. Mais cette force terrestre de cette armée mondiale, c'est une force terrestre qui va recruter chez les Arabo-Berbères. Il va recruter chez les Arabo-Berbères parce que depuis, si l'on remonte le cordon ombilical du temps, vous aurez remarqué depuis les premières pénétrations, lorsque les razzias négrières ont commencé, c'est eux qui sont rentrés en premier en action. D'ailleurs, il y a un maxime occidental qui dit on est mieux jamais, on est mieux servi par soi-même que par soi-même. Et il s'est fait que lorsqu'ils ont compris ça, c'est après que eux, ils sont rentrés en action. Mais au départ, c'est cette force terrestre-là, recrutée chez les Arabo-Berbères, qui continue. Et vous aurez remarqué aujourd'hui que la plupart des érudits du monde occidental, ou la plupart des idéologues du monde occidental, continuent à vanter ce qu'ils appellent une race pure, une race supérieure, la race des guerriers. En parlant de la race du peuple arabo-berbère, je cite là le pape Nicolas V, mais je cite aussi Gobineau qui disait que Dieu a créé la race de maîtres. Bien entendu, vous connaissez la race de maîtres, donc les occidentaux. Dieu a créé la race des soldats, des guerriers, c'est-à-dire les arabo-berbères que les occidentaux appellent nos cousins. Et c'est eux qui continuent jusqu'à preuve du contraire d'être recrutés pour continuer l'expropriation de nos terres, pour continuer le pillage systématique de notre chère et mère patrie l'Afrique. Lorsque je parlais de la force terrestre, je vous disais que ces arabo-berbères, on peut aujourd'hui remarquer les cas du Soudan. On peut aujourd'hui remarquer le cas du Mali. On peut aujourd'hui remarquer le cas de la Libye. On peut aujourd'hui remarquer le cas de la Mauritanie, qui jusqu'à preuve du contraire, si cette génération à laquelle nous appartenons, nous ne sommes pas capables de récupérer la Mauritanie, tout ce qu'on aura fait ne servirait à rien. Tout ce qu'on aura dit n'aurait servi à rien. Notre génération, cette génération, et ces moments où nous sommes, nous avons pour mission numéro 1, devoir sacré de récupérer la Mauritanie. Parce qu'il faut stopper les cancers. Il faut stopper que le cancer continue à se propager. Et l'illustration de cet épisode, il faut, si aujourd'hui Elie Domota, si aujourd'hui Franco qui est ici et Hamza s'élève sur ces injustices, contre ces injustices, lorsqu'on parle des razzias négrières, aujourd'hui, devant nos yeux, devant nous, les razzias négrières continuent. Devant nos yeux, on est en train de nous exproprier de nos terres. Devant nos yeux, on viole les nôtres, filles, hommes, femmes comme garçons. Donc la réponse à donner de cette génération serait d'abord qu'on va changer les fusils d'épaule. Nous tous, nous devons regarder la Mauritanie. Et la reconquête territoriale de la Mauritanie sera le défi ô combien noble de cette génération. Sera la dimension qu'on aura prouvé au monde que non seulement la supériorité tactique et stratégique qu'on a eue sur eux avec toute cette ouverture, ce n'était pas, si j'ose dire, des histoires de mythologie, mais c'était une histoire vraie. Et dans cette génération, sûrement il y a cette possibilité d'avoir ces dessus. Supériorité stratégique et militaire, parce qu'eux ils parlent de supériorité raciale, nous parlerons de la supériorité stratégique et militaire. Je disais que sur le deuxième point, c'est la force navale. La force navale, je vous parle là de la marine anglaise et la marine hollandaise. Vous avez sûrement entendu parler des compagnies des Indes. Lorsque les compagnies hollandaises des Indes arrivent, c'est eux qui ont contrôlé tous les canaux, hein, tous les circuits maritimes du monde. Et c'est eux, jusqu'à preuve du contraire, continuent à maintenir toute cette entreprise qui consiste aujourd'hui à placer, regardez partout, il y a une carte, je pense qu'on aura à un moment donné, qui va nous faire voir les câbles, le câble maritime
D'où comment est-ce qu'ils sont en train de placer les câbles, les réseaux maritimes partout. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez Bolloré et l'ensemble des entreprises occidentales qui sont aujourd'hui là-bas, qui prennent des ports en Afrique pour justement là, sur la surface, vous êtes en train de voir des ports, mais là, en dessous, c'est en fait, ils sont en train d'installer tous ces câbles sous-marins. Et ces câbles sous-marins ont comme vocation, rappelez-vous de l'histoire de Fidel Castro qui a été isolé du monde, justement parce qu'on lui avait empêché de rentrer dans ces réseaux-là. Et si les États-Unis aujourd'hui se prétendent d'une supériorité, le bloc anglo-saxon, c'est à cause de ça, parce qu'ils ont une supériorité sur le plan de la force navale. Donc j'ai cité là les spécialistes depuis les années 1600, parce que c'est là qu'on va commencer aujourd'hui. C'est la marine anglaise et la marine hollandaise. Et ces deux-là, je prends une illustration d'un cas ici, récent. C'est le cas du président Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il fallait avoir une accusation vraie sur Laurent Gbagbo, organiser tout et qui a permis au roi Béhanzin du Dahomey de continuer à lutter. Et pour sonner les glas de cette période-là, la période que je disais de la grande lobotomisation, lorsque la grande lobotomisation a pris fin, c'est-à-dire il fallait maintenant passer en 1885. Je voudrais m'arrêter d'abord là. En 1885, la conférence de Berlin n'est pas une conférence pour partager l'Afrique qui adviendra. C'est une erreur monumentale. Et tout historien qui s'achemine dans cette logique-là fait une erreur monumentale au niveau des données. La conférence de Berlin, c'est pour l'Afrique rétrospective, l'Afrique qui est passée. C'est-à-dire la période de la grande lobotomisation, de 1600 jusqu'en arrivée en 1885, parce qu'il fallait maintenant partager. Tout a été détruit. Tous les grands ensembles africains ont été détruits. Tous les canaux de communication entre le Congo et le Ghana, entre le Manding, entre tous ces périmètres-là, entre le KwaZulu, tout était détruit. Comme tout était détruit, donc c'est bon, on a gagné. Parce que ce n'est que lorsqu'on arrive à conquérir, c'est ça la vocation d'une armée, défendre son pays et qui vise à la conquête et à la défense des intérêts nationaux d'un pays. Donc lorsqu'ils sont arrivés, il fallait étendre leur territoire. Et pour étendre leur territoire, tu ne peux pas faire rentrer des grands ensembles puissants et stables comme des ensembles africains dans ton petit pays, le Portugal, ou le royaume d'Angleterre, ou encore le royaume de France. Donc il fallait tout détruire et laisser des espaces territoriaux vides, comme on le voit aujourd'hui avec le Mali, le Soudan, le Congo, où les populations autochtones quittent l'est du Congo, parce qu'il faut laisser des territoires vides. La terre doit rester vide. Et lorsque la terre reste vide, allez méditer avec le mot Angleterre. Donc on sait, parce que sans la bénédiction de la couronne d'Angleterre, rien ne se passe. Pour bouger les lignes, il faut frapper à Londres. C'est là que ça se passe. Donc sans ça, pour participer, même avoir un mot à dire sur l'échec de la politique internationale, c'est là qu'il faut toucher. Et en parlant de ça, je disais qu'en 1885, cette conférence, c'était une conférence pour l'Afrique rétrospective. L'Afrique, ils ont détruit depuis 1600. Et le seul problème, ils se sont heurtés à la résistance du roi Béhanzin du Dahomey. Lorsqu'ils se sont heurtés à la résistance du roi Béhanzin du Dahomey, en faisant un clin d'œil par rapport à ce qui